Waltraud Rey possède une énergie extraordinaire. Débordante d'activité, cette amoureuse des animaux vend aussi de petits objets dans les fêtes foraines de l'île. Mais l'ancienne enseignante d'origine allemande qu'elle était est surtout connue pour les 2 livres qu'elle a édités. Des biographies puisées dans ses journaux intimes, témoins d'une existence riche en souvenirs, ceux de l'Allemagne nazie, puis de sa propre conception de la vie au fil de ses voyages. Un cheminement philosophique et spirituel qui lui ont forgé un regard réaliste et positif sur la perception humaine et sur son devenir. Est-ce que ça a été très difficile pour vous de puiser dans votre passé pour pouvoir écrire vos livres? Pas tellement, justement à cause de ces journaux intimes que j'ai tenus. Et là-dedans, j'ai les anecdotes qui se sont vraiment passées, les blagues sous le régime nazi, tout ça, j'ai puisé là-dedans, j'ai recopié, je pourrais dire encore beaucoup plus. Et non, ça n'a pas été difficile, non. Et ces journaux vous ont suivi partout? Oui. Depuis la plus tendre j'en ai enfance. perdu 2-3 là, pendant la fuite, parce qu'on avait fait l'exode là, devant les Russes. Hein. Vous dites que vous êtes une ex-allemande. Oui. Pourquoi? Oui, on me posait souvent la question. Sentimentalement, je suis encore allemande. J'aime les Noëls allemands, j'aime la musique allemande, j'aime ma famille, de ce qui en reste. Et j'aime l'Allemagne en temps. Mais j'ai tellement été, comment dirais-je trouve pas le mot, scandalisée par Hitler et l'idée nazie que je ne peux pas m'identifier complètement en tant qu'Allemande, vous comprenez? Oui. Même encore maintenant, les gens disent, aujourd'hui c'est la 3e génération, les jeunes Allemands, ils ne sont pas dans le coup, ils savent à peine comment ça s'est passé, mais il faut qu'ils sachent, c'est pas possible. Bien sûr. Il faut éviter que ça recommence, une chose comme ça. Pour revenir à votre enfance, vous avez quand même eu une enfance dorée. Ah, très dorée, oui. Choyée. Oui, très. Oui, est-ce qu'aujourd'hui vous refusez ce style de vie? Non, je suis très reconnaissante au destin qui m'a fait naître dans une famille assez unie et très, très aisée, et puis dans un château, moi j'en passe. Bon, c'est pas ma faute, oui, c'était formidable. Mais après 45, j'ai vécu comme une mendiante. J'ai fouillé dans les poubelles pour manger, et j'avais plus rien. Du jour au lendemain, mais ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Et après, j'ai fait les études, je suis remontée, et maintenant j'ai une vie qui me plaît beaucoup. Et c'est à partir de ces péripéties, justement, que vous avez travaillé toute cette philosophie intérieure? Oui. Une prise de conscience de la vraie nature humaine? Oui, absolument, oui. C'est ça. Vous avez voyagé un petit peu partout dans le monde, et vous parlez de ces voyages dans vos livres, mais vous parlez aussi de votre voyage intérieur. Très juste, oui. Ah, vous avez bien lu, alors. Quel a été le déclic, justement? C'est très bien, parce qu'il y a des gens qui lisent mes bouquins, mais chacun il trouve ce qu'il veut bien trouver. Il y a un qui dit, oh, vous avez eu des aventures bizarres, et vous avez voyagé. Et l'autre qui dit, ah, vous avez fait un voyage intérieur, vous avez pris conscience de la condition humaine, etc. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'on est sur Terre, pas pour faire du mal, mais pour faire du bien. Et pour apprendre sans arrêt, on prend des coups de trick, on prend il y a des difficultés énormes et des déceptions, mais il ne faut pas s'accrocher. Il ne faut pas s'accrocher aux déceptions, il faut remonter la pente et puis on y arrive. Et surtout, il ne faut pas avoir des pensées obsessionnelles. Oui. Et je crois que ça, c'est un grand tort de beaucoup de gens, d'avoir une obsession. Je veux, m'y veut cette cour, m'y veut cet homme, m'y veut ceci, cela. Et quand ça ne marche pas, on tourne par an, on devient fou et on passe à l'acte pour faire des choses insensées. Et quand on est dans une impasse et ça ne peut pas aller, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est pas moi? Ou est-ce que c'est pas bon pour toi? Et comme ça, après, ça va. C'est comme si on prend sa voiture, on va dans une impasse et au bout, il y a sens interdit, on fait demi-tour, on ne va pas enfoncer le mur. Quand vous êtes arrivé à La Réunion, est-ce que vous avez trouvé très différent La Réunion par rapport aux autres pays où vous avez vécu, voyagé?
On s'attendait un peu plus d'exotisme. Après Tahiti, qui est vraiment exotique, c'est l'île de rêve. Et les Tahitiens sont très, ils disent là-bas, ils tapent à paix, laisse aller tomber, demain c'est un autre jour, etc. Et on trouvait les gens plus soucieux ici au début. Soucieux, plus graves, plus intéressants aussi. On avait plus de contact sur le plan de la conversation, etc. Les Tahitiens, tout est beau, c'est merveilleux, c'est des petits anges, les Tahitiens. Ils sont descendus du ciel et puis ils se baignent dans le lagon et puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment comme ça alors? Ah oui, oui, c'est comme on va au cinéma, c'est vrai. Et ici, c'était moins beau, moins insouciant, mais c'était bien quand même. Moi, j'aimais tout de suite. Hein. Oui, je pense que c'est mais beaucoup de seulement fautes. la Réunion en 72 et la Réunion en 2002, il y a une grande différence. La chose la plus horrible pour moi, c'est le racisme. Oui. De condamner quelqu'un pour son appartenance religieuse ou d'origine ou de peau ou de couleur de cheveux ou parce qu'il mange ceci, cela et parce qu'il va à la prière le vendredi et l'autre qui va le jeudi. Et c'est tellement idiot. Alors ça c'est un racisme religieux et ça j'admets pas non plus. Parce que pour moi, il y a un seul Dieu, tout le monde le dit d'ailleurs, les musulmans le disent, les bouddhistes le disent, etc. Mais il y a plusieurs façons de le servir, de l'adorer, de le prier, etc. Mais chacun à sa façon. Et il y a un sage indien qui a dit « Un homme sans aucune religion, mais qui est bon, voilà vraiment un homme religieux. » Vous parlez beaucoup de spiritualité et d'études d'être humain dans votre livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a influencé? Ah oui, je crois que ça c'était la grande sœur de ma mère, ma tante Gertrude, qui était voyante, médium, et à qui il arrivait des choses incroyables. Et j'ai jamais douté. Aujourd'hui, on raconte ça, mais il y a des gens qui disent tout de suite, bon, elle déménage, c'est pas vrai, vieille folle, etc. Pour moi, c'était tout à fait naturel. Je l'aimais tellement et elle était tellement réaliste et réelle pour moi. Je dis, mais non, ce qu'elle raconte, c'est vrai. La spiritualité a une grande place dans votre vie. Est-ce que vous avez peur de la mort? Absolument pas. Ah non, la mort, c'est juste un passage. On ouvre une porte et on la ferme, on trouve autre chose de l'autre côté. Ça, non, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la souffrance. La souffrance, c'est pas agréable. Mais la mort, non. Pas du tout. Pour moi, toutes ces choses-là, la vie après la mort, la réincarnation, le contact avec des êtres du fin, c'est réel. Donc, je suis cartésienne parce que j'y crois et parce que là, j'ai dans ma bibliothèque, j'ai, je sais pas quoi, 50 livres qui traitent de ça, qui sont tous du vécu. Mais j'ai aucun don, absolument pas. On avait nos 3 enfants ici, malheureusement on a perdu notre fille aînée. Ça c'est une chose dont j'aime pas trop parler parce que c'est très douloureux pour tout le monde. Perdre un enfant, je crois que c'est la pire des choses qui puisse vous arriver, mais il faut faire avec aussi. Et ce que je pourrais dire, que quand vraiment on sent que la personne est tellement malheureuse, tellement malade qu'elle a du mal à vivre, il faut se faire une idée et dire qu'elle est mieux là-haut. Après, on a 2 enfants qui sont enseignants ici, et on a 4 petits-enfants qui sont très épanouis, qui sont tous métissés, les 2 conjoints sont créoles, et qui sont métissés et très heureux. Vous êtes foraine et vous vendez quoi? Oui, je suis foraine. À mi-temps, même pas à mi-temps, à 1/10 de mon temps, parce qu'il ne faut pas trop gagner quand on est retraité. On ne doit pas dépasser un certain plafond. Pour moi, c'est un passe-temps, mais un passe-temps utile. Je contrôle toujours avant de vendre pour voir s'il n'y a pas de défaut et tout ça. Je vends des petits sujets, des petits animaux, du monde entier, des poupées russes et des bijoux, etc. Une partie de vos revenus est reversée pour des familles en difficulté. C'est ça, oui. En Inde et à Madagascar, j'ai vraiment des filleuls. Je fais vivre 2 familles, des familles, hein, Oui. Père, mère et 2 enfants à Pondichéry. Et je suis allée les voir. Je suis allée les voir 2 fois.
Et j'ai mangé chez eux dans leur petite hutte où la pluie passe quand c'est la mousson. Et c'est vraiment la misère totale. Hein. Les gamins sont adorables, ils sont super. Hein. Ils vont à l'école, ils vont au lycée. Hein. Je leur ai acheté un vélo. Et avant, ils marchaient tous les matins 5 km à pied tous les deux et 5 le soir pour revenir de l'école. Et là, ils sont tous les deux sur un vélo. Une autre famille que je suis allée voir aussi, dans le haut de Mysore, à Octacommund, à 2200 km. Et là aussi, je suis allée contrôler moi-même que l'argent arrive, il arrive directement. Après, une troisième, j'ai une petite tibétaine. Et j'ai encore une fille avec aide et action et à Madagascar, un malgache, une malgache plutôt. Mais comme vous parlez de revenus, ils sont vraiment très modestes parce que je fais des prix très cool et c'est vraiment pas pour gagner de l'argent. L'argent, je m'en fiche complètement. C'est le plaisir de vendre, le plaisir de connaître des gens, et de sortir un peu aussi de la maison et avoir ce contact humain avec les acheteurs. Et il reste toujours une petite monnaie et celle-là, je l'envoie en Inde à mes filloles. D'accord. Dans le deuxième livre, vous avez fait un bilan à la fin du livre. Pourquoi l'avoir fait maintenant? Pourquoi avoir un bilan? J'étais tellement active quand j'étais enseignante. À côté, j'avais les enfants, les petits-enfants qui commençaient à naître. Et plein d'activités. J'étais visiteuse de prison, SOS Solitude. J'ai fait un tas de trucs, que j'étais remplie d'activités et tout. Je me suis dit, ouf, maintenant à la retraite, comment tu vas meubler ta retraite? Maintenant tu vas vieillir et c'est un peu la fin. Mais ce n'est pas du tout la fin. Alors je fais un bilan, mais maintenant je me sens en pleine forme. Et je pense que ça continue touchant du bois, ça continue le temps que ça doit continuer.